Bonsoir à tous. Donc, Alain Rusterholz, pharmacien, consultant, coordinateur de la formation des ARC à Subsanté. Et puis, à l'origine de ces rencontres, nous avons démarré avec Subsanté ces rencontres en 2004, dans le cadre d'un salon qui s'appelait Investiga au MEDEC. Je vais laisser la parole à Denis qui va animer avec moi cette table ronde sur l'attractivité. Merci Alain. Denis Comet, je suis le président de l'Association des entreprises de la recherche clinique, l'AFCRO, les CRO. Et à ce titre, je voulais remercier d'abord les organisateurs et puis plus spécifiquement Alain Rusterholz de nous avoir invités. Nous accompagnons, je crois, depuis 2 ans cet événement. Et je vais peut-être tout de suite proposer de passer la parole aux intervenants. Et en premier lieu, Madame Soisy-Coursier, qui a tenu les directions médicales de plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques comme Roche BMS et qui actuellement a ses fonctions au sein de GSK et qui intervient là au nom de l'ARIS et qu'elle va présenter et qui préside le groupe Attractivité de la recherche clinique au sein du LEM et qui va nous parler des atouts et enjeux de la recherche clinique en France, la vision de l'ARIS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui au nom d'ARIS. Donc ARIS, peut-être quelques mots sur ce qu'est ARIS d'abord. ARIS, c'est l'Alliance pour la recherche et l'innovation pour les industries de santé. Et donc c'est une alliance qui regroupe toutes les industries de santé, pas seulement les industries de santé du médicament, mais aussi les industries vétérinaires, du diagnostic, de l'imagerie. Et donc, nous avons un certain nombre de missions. La première mission, c'est de décloisonner la recherche privée et d'essayer d'amplifier les synergies que l'on peut trouver entre les différents domaines de l'industrie, notamment pour trouver et favoriser les voies de l'innovation. Notre deuxième mission, c'est d'être un interlocuteur privilégié avec Avicen, donc qui est l'Alliance pour la recherche publique, afin d'établir un dialogue et de favoriser notamment les partenariats avec la recherche publique. Et enfin, notre troisième mission, c'est d'être un ambassadeur pour défendre la compétitivité, l'attractivité de la France. Et c'est donc le sujet aujourd'hui qui va nous animer sur le thème de la recherche clinique. Donc la recherche clinique, ça a déjà été dit par les intervenants précédents, ça conditionne bien sûr l'accès des patients au progrès thérapeutique, c'est vraiment une phase pivotale dans le développement. Elle est également source d'une augmentation de la qualité, notamment au sein des équipes de soins. Elle renforce bien sûr la notoriété internationale de notre territoire en matière de recherche. Elle maintient également la chaîne d'expertise au sein de la R&D industrielle. Et bien sûr, c'est aussi extrêmement important, notamment en termes de compétitivité et d'attractivité. Elle est source d'emplois et d'investissements économiques. Donc en fait, voici la situation de l'évolution en France des études, des essais cliniques en France, qu'ils soient de promotion industrielle ou de promotion académique. Vous voyez que depuis une dizaine d'années, nous accusons une diminution qui est de l'ordre d'environ 20%. Cette diminution est parallèle à celle que l'on voit au niveau européen, qui est de l'ordre également de 25% des essais qui sont inclus dans les dossiers européens. Et ce que l'on voit également, c'est que la promotion industrielle, notamment en France, est en diminution, puisque en 2008, sur les 1000 essais cliniques déclarés au niveau de l'Agence du médicament, 75% étaient à promotion industrielle, et en 2011, 69% étaient à promotion industrielle. Donc cette situation est relativement inquiétante. Elle est également corroborée par une étude qui est menée depuis 6 ans, enfin depuis plus de 10 ans au sein du LEM, qui a mené 6 enquêtes qui sont réalisées sur toutes les études internationales de phase 2 et 3 qui sont à participation française. Ce sont des études donc réalisées par les industriels du médicament. Et cette étude, qui est assez unique en Europe et dans le monde, qui est publiée donc tous les 2 ans, elle permet d'avoir un regard et une analyse de l'évolution
de l'attractivité de la France, mais aussi de sa comparaison de sa situation au niveau international, à la fois sur un plan quantitatif, sur un plan qualitatif et sur le plan des délais. Vous avez sans doute déjà vu les résultats que je vais vous rappeler qui ont été publiés en 2012. Cette enquête, elle est à nouveau en cours de réalisation actuellement et les prochains résultats seront publiés vraisemblablement en juin-septembre 2014. Donc en fait, tout d'abord, la recherche clinique industrielle, il est clair qu'elle s'inscrit dans la globalisation et l'internalisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que on réalise un essai clinique en Europe, ce même essai clinique est réalisé dans 80% des cas aux États-Unis et dans environ 40% des cas en Asie et en Amérique latine. Et vous voyez que cette participation internationale, elle est en croissance depuis les années 2004. Quand on regarde le nombre moyen de patients recrutés par centre actif entre 2004 et 2012 dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest, on accuse également depuis 2004 un déclin du nombre de patients recrutés par centre. Et ce déclin, on le retrouve dans tous les pays d'Europe, avec bien sûr quelques différences en fonction des pays, mais c'est vraiment une tendance que l'on remarque dans tous les pays d'Europe. Alors, un point extrêmement important, qui est un critère qui est suivi dans cette étude, c'est quelle est la part des études internationales de phase 2 et 3 qui sont réellement proposées aujourd'hui aux filiales françaises des groupes industriels et qui sont réellement réalisées ensuite en France. Donc vous voyez en fait que ce chiffre au cours des années est relativement stable. En fait, au cours de l'enquête 2012, seuls 43% des études de phase 2 et 3, inclus dans l'ensemble des plans de développement, sont proposées à la France. Et en réalité, après avoir fait les faisabilités et après avoir obtenu l'avis du corporate sur ces faisabilités, seuls 33% de ces essais sont réellement réalisés sur le territoire français. Alors ce chiffre, il est beaucoup trop faible et ça va être un des enjeux justement à relever dans les différentes actions qui vont être menées. Alors, je vais passer vite sur cette slide qui est assez illisible, mais c'est juste pour vous dire qu'en termes de population recrutée au cours des différentes années, en fait, on voit une augmentation en fait de la population recrutée en Amérique, enfin aux États-Unis et en Asie. Par contre, une diminution en pourcentage du poids de l'Europe, qui est passé de 50 à 52,9% versus 60% dans l'enquête 2010, et une diminution également par rapport à l'enquête 2010 de la participation de la France, 6,5% versus 7,6%. Alors, ce nombre moyen de patients recrutés par centre, il est très hétérogène en fonction des domaines thérapeutiques. Et en fait, on voit que la France a vraiment des atouts extrêmement importants dans le domaine de l'oncologie, où elle se positionne vraiment en tête des différents pays de l'étude. Également dans les maladies rares, où elle sort vraiment son épingle du jeu. Elle reste relativement bien positionnée dans le domaine de l'infectiologie, mais par contre, on le voit qu'il y a vraiment une chute extrêmement importante dans le domaine du cardiovasculaire et dans le domaine du diabète dans cette enquête 2012. Alors, dans cette enquête du LEM, il y a également une analyse qualitative en fait d'un certain nombre d'items qui est faite auprès des maisons mères sur la base d'un questionnaire très simple avec une cotation de 1 à 5 où on demande aux maisons mères de façon subjective de répondre à certaines questions. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur la question de la cohérence de la France par rapport aux objectifs de recrutement, c'est-à-dire est-ce que la France, lorsqu'elle annonce un objectif de recrutement, tient son engagement. Vous voyez que la France se positionne en queue de peloton, donc juste derrière juste devant le Royaume-Uni, mais derrière les autres pays de l'Europe de l'Ouest. Que par contre, en termes d'organisation en recherche clinique, on a noté au cours des dernières enquêtes une progression de cette évaluation de nos maisons mères sur l'organisation, vraisemblablement liée à l'ensemble des actions qui ont été mises en place, notamment via le SENGEPS.
Une autre analyse, celle de l'importance des leaders d'opinion, donc une reconnaissance qui reste vraie de l'expertise et de la renommée internationale de nos experts. Par contre, la qualité des investigateurs reste très moyennement notée, comme vous le voyez sur ce graphe, au cours des différentes enquêtes. Alors ensuite, les délais. Donc effectivement, dans cette enquête, on suit les délais d'autorisation. Donc vous voyez que les délais d'autorisation à gauche donnés par l'ANSM restent dans les délais réglementaires des 60 jours et se sont plutôt améliorés entre 2010 et 2012, que dans les années à venir va se poser la question du règlement européen pour le maintien de ces délais. Et pour les CPP, par contre, on a noté une augmentation des délais entre 2010 et 2012, avec des questions qui se posent justement sur l'évolution de l'organisation des CPP à terme, notamment avec la loi Jardé, dont les décrets ne sont toujours pas sortis aujourd'hui. Enfin, un autre type de délai, c'est les délais de contractualisation qui, comme vous le savez, en France, sont extrêmement longs, extrêmement complexes, qui se sont améliorés au cours des différentes enquêtes grâce à un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, mais qui, au cours de l'enquête 2012, montrait une stagnation par rapport à l'enquête 2010 et qui reste donc à un niveau médian de 110 jours, ce qui est extrêmement peu compétitif par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays européens. Donc en fait, par rapport à cet état des lieux, un certain nombre d'actions, depuis un certain nombre d'années, ont été mises en œuvre, et notamment une des actions phares qui a été mise en œuvre depuis le comité stratégique des industries de santé de 2005, ça a été la mise en place du groupement d'intérêt public SUNGEPS, qui a été créé en mars 2007 pour une durée de 4 ans, dont le financement repose sur une taxe sur le chiffre d'affaires des industriels et avec donc un financement d'environ 10 millions d'euros par an. En mars 2011, donc après 4 ans de fonctionnement, cette taxe a été renouvelée pour une durée à nouveau de 4 ans, donc jusqu'à l'année 2012, avec un fonctionnement jusqu'à l'année 2015. Donc, en 2011, dans le cadre en fait de la crise Mediator, il y a eu une modification du financement du GIP SUNGEPS qui ne passe plus par l'ANSM et une volonté affichée du côté du ministère de la Santé d'arrêter ce groupement d'intérêt public. Donc fin 2011, le LEM s'est positionné donc sur finalement la poursuite ou non de ce GIP SUNGEPS et donc a décidé de ne pas renouveler cette taxe sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc la dernière taxe prélevée sera prélevée sur le chiffre d'affaires de l'année 2012, ce qui mène en fait à des actions et à un financement du SUNGEPS jusqu'en mars 2015, et donc la date de l'arrêt définitif du GIP en mars 2015. Avec également en 2013 une modification de la convention du GIP dans laquelle en fait il y a une diminution extrêmement importante de la participation des industriels dans ce groupement d'intérêt public. Donc ce qu'il faut reconnaître au SUNGEPS, c'est que ça a été quand même un succès et qu'il y a un impact très positif sur la recherche clinique industrielle avec de nombreuses actions qui ont été mises en œuvre, notamment la mise en place de points de contact dédiés aux études à promotion industrielle, la mise en œuvre de soutien de techniciens d'essais cliniques pour soutenir les investigateurs, notamment dans les études de faisabilité, le financement et la structuration de réseaux, on en a parlé tout à l'heure, donc les réseaux d'investigation clinique thématiques sont effectivement très importants en termes d'attractivité, et donc il y a un certain nombre de réseaux qui ont été financés pour les aider à se structurer. Le site grand public Notre Recherche Clinique, qui a pour objet de mieux informer les patients et le grand public sur les activités de la recherche clinique et sur ce qu'est la recherche clinique. Et puis un certain nombre d'actions comme des rencontres européennes pour justement échanger sur nos atouts et nos faiblesses et voir un peu comment s'organisent les autres pays européens
en termes de compétitivité, et enfin des actions d'harmonisation d'un certain nombre de procédures. Ce que je dois dire, c'est qu'en fait, le SUNGEPS, il a surtout permis de faire prendre conscience de l'importance en fait de l'enjeu de compétitivité en termes de recherche industrielle, de l'importance de la synergie entre la recherche publique et la recherche privée, du fait que finalement, si on améliore cette recherche clinique industrielle, ça a un effet également aussi vertueux sur la recherche publique. Donc en fait, il y a eu un certain nombre de mises en place d'indicateurs de performance qui ont été suivis de façon tout à fait pertinente par le SUNGEPS et qui montrent une amélioration extrêmement importante de la performance au sein des centres hospitaliers de la recherche clinique sur un certain nombre d'indicateurs. Alors malgré tout, vous l'avez vu au travers de l'état de fait des résultats de la dernière enquête, un certain nombre de difficultés persistent et donc il est absolument nécessaire de se mobiliser pour absolument relever les défis qui s'offrent à nous et essayer de modifier finalement cette perception, notamment sur la simplicité administrative, la qualité de nos centres et l'organisation de nos centres en termes de recherche. Et donc cet après-SUNGEPS, il se construit principalement autour des mesures du CSIS, c'est-à-dire du dernier comité stratégique des industries de santé, dans lequel il y a énormément de mesures autour de la recherche et un certain nombre de mesures qui sont dédiées à la recherche clinique et sur lesquelles actuellement ARIS, avec notre président qui coordonne en fait ces différentes mesures et avec Avisan, nous pilotons en fait en collaboration bien sûr avec le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé, les propositions qui vont autour de ces mesures. Donc les mesures 6 et 7, elles vont, le travail sur ces mesures vont démarrer dans le deuxième trimestre de l'année 2014. Il s'agit en fait de faire des propositions tout à fait concrètes sur la structuration et la professionnalisation de la recherche clinique, notamment sur les réseaux et sur les sites investigateurs. La mesure 7, elle est vraiment axée sur l'intégration des associations de patients et une meilleure intégration des associations de patients dans la recherche, l'intégration également des médecins de ville dans la recherche clinique. La mesure 19, c'est la mesure phare qui devrait voir le jour d'ici peu de temps, qui est en fait la convention unique dans les établissements de santé. Il devrait y avoir donc une communication sur cette mesure dans les semaines qui viennent. La mesure 20 est celle qui touche à la simplification administrative et notamment à la mise en œuvre du règlement européen. Et donc, Brigitte interviendra sur ce règlement juste après moi. Et enfin, la mesure 21 touche plutôt au registre, aux multiples registres qui existent aujourd'hui en France et à la simplification administrative de ces registres. Et en fait, ce qui a été déjà évoqué au niveau des registres, c'est que dans le cadre du règlement européen, il y aura un registre européen et on devrait donc tous s'aligner sur ce seul registre européen qui permettra d'avoir un accès unique sur l'ensemble des essais cliniques en cours. Donc le contrat unique, je passe vite, mais finalement, l'idée, c'est d'avoir un modèle type national qui sera appliqué progressivement à l'ensemble des établissements de santé, mais d'abord aux structures hospitalières, utilisé par l'ensemble des industriels, que ce soit les industriels du médicament, du dispositif ou du diagnostic, qui spécifiera que l'investigateur assure des missions d'investigation dans un cadre hospitalier, donc dans lequel il n'y a pas de cumul d'activités. Vous savez que c'est un point de tension, notamment avec le CNOM, qui comprendra une grille de surcoûts, d'évaluation des surcoûts hospitaliers, qui a été définie selon des coûts standards validés et applicables à l'ensemble des centres participants, qui affichera donc le montant des honoraires pour l'investigateur principal et les investigateurs associés, ainsi que les structures qui vont recevoir à terme ces honoraires, de façon à ce que ces honoraires puissent ensuite revenir dans les centres qui ont participé à l'étude.
Donc, cette diffusion sur le contrat unique qui est pratiquement finalisée à la fois dans sa convention, à la fois dans sa procédure de mise en œuvre et à la fois dans sa grille de surcoût, fera l'objet vraisemblablement d'une circulaire ministérielle ou d'un arrêté qui garantira donc son application rapide dans les établissements de santé. Les mesures 6 et 7, comme je vous l'ai dit, on a commencé à travailler dessus, mais elles vont faire l'objet d'un travail beaucoup plus approfondi dans les mois qui viennent. Donc la mesure 6 sur la structuration et la professionnalisation de la recherche clinique va vraiment s'intéresser notamment à l'identification de sites investigateurs de qualité. Quels sont les critères en fait standards, même si on ne peut pas tout standardiser, mais quels sont les critères de qualité d'un site investigateur et auxquels il faut qu'il réponde, en y intégrant bien sûr les enjeux de formation et notamment toute une partie sur comment faire que les industriels arrivent à délivrer des formations qui soient reconnues par les uns et par les autres et qu'on évite de demander à chaque fois qu'on fait un nouvel essai aux investigateurs de refaire nos propres formations. Donc là, il y a une initiative internationale qui s'appelle Transcelerate, qui regroupe déjà 18 industriels et sur lesquels, en fait, des formations reconnues par l'ensemble de ces 18 industriels sont validantes. Donc, quand un investigateur a participé à une formation délivrée par un de ces industriels, elle est reconnue par l'ensemble des autres. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'aller encore plus loin sur cette reconnaissance transversale. Ensuite, le deuxième point, c'est la structuration des réseaux d'investigation thématique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un point extrêmement important avec la mise en place d'indicateurs de performance et de qualité. Enfin, la mesure 7, celle de renforcer les liens avec les associations de patients et notamment en travaillant avec eux pour que l'on ait des référents au sein des associations avec lesquelles on puisse travailler en termes de recherche clinique, mais aussi pouvoir les intégrer beaucoup plus tôt et les consulter à la fois dans les plans de développement et dans les protocoles, comme sur les documents de communication et sur les résultats de communication des essais. Donc en fait, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons poursuivre nos efforts de mobilisation à tous les niveaux, à la fois sur le plan réglementaire, notamment au niveau européen, et être sûr que dans le cadre de l'application de ce nouveau règlement européen, notre performance en termes de délai d'autorisation persiste, parce que c'est quand même un point fort au niveau de la France. Nous devons poursuivre et mettre en place un environnement favorable à la recherche clinique, notamment sur la formation et la qualité des sites investigateurs, et ensemble trouver les moyens d'avoir cette reconnaissance transversale, internationale et nationale. Et enfin, nous mobiliser à la fois pour simplifier les contractualisations, favoriser la mise en place des organisations, et améliorer les études de faisabilité au sein des centres investigateurs et favoriser l'accès aux études pour tous les patients. D'autres points, bien sûr, sont extrêmement importants pour ARIS. Je ne les ai pas abordés en fait dans cette présentation, mais c'est aussi, par exemple, favoriser les partenariats publics-privés avec les centres d'investigation clinique. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au sein d'ARIS. On a notamment une enquête qui suit comment sont élaborés ces partenariats publics. Il y a d'autres mesures du CSIS qui vont favoriser ces partenariats. Un autre sujet est aussi celui de la transparence des données, du partage des données générées par les industriels au sein des essais cliniques. Comment mettre à disposition ces résultats d'essais cliniques pour les centres académiques, de façon à ce que l'ensemble de ces données puissent bénéficier à la recherche et notamment à la meilleure prise en charge des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous propose, comme les sujets sont à chaque fois très spécifiques, de passer aux questions après chaque intervention. Et donc, je donne la parole à la salle. Deux ou trois questions, au moins une. Oui. Un micro au 4e rang, au milieu, 5e rang au milieu. Levez le doigt. Relevez le doigt, oui. Christophe.
Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Christophe Soyer, société Medilink. Je suis assez intéressé justement par cette problématique des réseaux. Quand on va un peu sur Internet, qu'on regarde sur le site du CNGEPS ou même éventuellement de l'ARIS, on a l'impression que c'est surtout des réseaux d'excellence, mais publics. Et est-ce que, pour vous, l'émergence de réseaux de centres investigateurs, qui pourraient être éventuellement pluridisciplinaires, parce que vous parlez de réseaux thématiques, donc je suppose monodisciplinaires, pourrait avoir un sens et aussi permettre d'apporter une plus-value de ces médecins à la recherche clinique d'une manière générale? En fait, un certain nombre d'industriels ont commencé à travailler sur la construction de leur réseau de centres d'excellence dans un certain nombre de pays. Et donc moi, je parle par exemple pour nous, chez GSK, on a un certain nombre de centres qui font partie de consortiums internationaux qui ont été étiquetés par notre maison mère comme des centres d'excellence et à qui, de façon pratiquement systématique, on propose un certain nombre d'essais. Donc, à mon avis, enfin moi, en tout cas ma vision, c'est que cette façon de faire, elle se développe sans doute chez d'autres industriels, je me trouve vers Brigitte, et elle continuera de se développer. C'est-à-dire que, une fois de plus, on est dans une structure complètement internationale, dans des développements complètement internationaux, et donc en fait, les structures d'excellence sont repérées et rentrent dans des réseaux qui sont souvent quand même thématiques, parce que forcément la recherche est souvent axée sur un thème avec un objectif, mais qui pourraient bien sûr être aussi multidisciplinaires. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait vous dites qu'effectivement au sein de GSK vous avez des contacts de centres investigateurs entre guillemets d'excellence donc privilégiés. L'idée c'était plutôt l'émergence de réseaux constitués de médecins pluridisciplinaires, plus ou moins étendus au niveau national, et qui, effectivement, auxquels les laboratoires pourraient s'adresser, ou même les institutionnels, pour mener à bien leur recherche. Un peu comme on a vu la présentation tout à l'heure du réseau Action pour les cardiologues, du réseau... enfin bref, il y avait plusieurs réseaux, effectivement, qui sont assez thématiques, mais qui sont des réseaux mono et publics. Aujourd'hui, on s'adresse déjà aux réseaux thématiques. C'est déjà ce qui est fait. Alors, des réseaux, je ne comprends pas très bien votre question sur la partie réseau généraliste, mais des réseaux thématiques, que ce soit dans le cadre, on a vu l'exemple du cardiovasculaire, mais il y en a dans le diabète, il y en a dans un certain nombre de domaines, et il y a vraiment des réseaux d'excellence qui existent et qu'on utilise déjà. On utilise également des réseaux de médecine générale quand les pathologies sur lesquelles on travaille s'adressent à ce type de réseau. Parce qu'en fait, quand on fait de la recherche clinique, les patients, il faut qu'on aille les chercher là où ils existent et là où ils sont suivis. Oui, mais je parlais en fait essentiellement des soutiens, des supports, etc., qui sont actuellement faits pour les centres d'excellence et les réseaux publics. Oui. Mais effectivement, est-ce que ces aides peuvent éventuellement convenir pour des réseaux qui seraient menés ou qu'on tenterait de monter, mais d'un côté privé plutôt ? C'est-à-dire une société privée qui essaye de monter un réseau de médecins investigateurs en leur fournissant un support, est-ce qu'il peut s'adresser à l'ARIS? Pourquoi pas, bien sûr. À partir du moment où il répond à une demande, aux exigences, à la fois d'excellence, à la fois d'organisation, pourquoi pas, bien sûr. Il n'y a pas de... en fait, ARIS, une fois de plus, on est... l'Alliance pour la recherche des industries dans le domaine privé. Et donc, en fait, nos enjeux, c'est à la fois de développer les partenariats privés-privés, comme de développer les partenariats publics-privés. Donc, effectivement, je n'avais pas tout à fait bien compris votre question, mais il est tout à fait possible de soutenir et de travailler avec des réseaux privés. D'accord, merci. Une autre question, éventuellement ? Non. Je vous propose de passer à l'intervention suivante. Alain ? Oui, donc je vais présenter la deuxième intervenante, Brigitte Marchenet, qui est pharmacien
ancienne interne des hôpitaux. Elle a une grande expérience des affaires réglementaires qui a été acquise chez Sanofi puis Alcon. Actuellement, elle est responsable affaires réglementaires chez Roche et elle anime le pôle réglementaire au sein du groupe d'attractivité de la recherche clinique au sein du LEM que préside Sozik. Donc Brigitte, vous avez la parole. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc voilà, mon sujet, c'est la réglementation européenne et puis aussi un petit peu ses conséquences par rapport à la réglementation française. Donc on va aborder quelques points de ce futur règlement, parce qu'il est très important, donc j'ai focalisé sur certains points seulement. Les conséquences pour les promoteurs et puis les difficultés à envisager, c'est-à-dire l'adaptation de la législation française et notamment de la loi Jardé que nous avons déjà citée. Donc aujourd'hui, on est tous bien sous une directive européenne, comme vous le savez, et qui, bien que critiquée, a eu quand même le mérite de proposer une harmonisation au sein de l'Europe et une protection des patients assez importante. Néanmoins, le bilan de cette directive fait que on s'est aperçu qu'elle engendrait un certain nombre de difficultés, notamment de spécificités locales qui ont été amenées de fait de l'implémentation au niveau national, etc. Donc, les instances européennes ont souhaité revoir le cadre de cette réglementation et ont opté pour un règlement, puisque, comme vous le savez, un règlement s'applique de façon automatique dans la réglementation locale et ne doit pas faire l'objet d'une implémentation via une loi qui pourrait induire des spécificités. Donc, dans les objectifs de cette nouvelle législation, on a d'abord cet objectif de réduire les spécificités locales et puis également de diminuer les coûts qui étaient très importants du fait de la directive. Et puis, comme l'a dit Sozik aussi, surtout et avant tout, rendre l'Europe plus attractive pour la recherche clinique, tout en maintenant, bien entendu, des standards élevés de sécurité pour les patients. Ce qu'on souhaite toujours via cette réglementation, c'est faciliter et accélérer la procédure d'octroi des autorisations. On va voir les délais qui ont été retenus jusqu'alors. Et bien évidemment, permettre un accès rapide des traitements innovants aux patients. Et puis aussi, c'est tout le côté transparence des données, avoir accès à des données fiables et fondées. Alors, en termes d'agenda, je passerai sur tout ce qui nous a amené jusqu'à ce texte aujourd'hui de compromis appelé texte du trilogue et qui a été approuvé en décembre 2013. Ce consensus rend possible une adoption du règlement au terme du mandat actuel du Parlement européen, ce qui est très important, sinon on devrait attendre encore un certain temps. Les prochaines étapes, c'est donc une séance plénière du Parlement européen le 2 et 3 avril, si les dates ne changent pas, et une entrée en vigueur, donc une adoption par le Conseil européen d'ici fin juin, et une entrée en vigueur après publication au journal officiel de l'Union européenne, sachant que l'ensemble doit être appliqué 2 ans après. On verra pourquoi 2 ans après, sachant que normalement le règlement est d'application immédiate. Et le règlement a également prévu une période de transition de 3 ans avec cohabitation de la directive et du règlement. Alors, notre champ d'application du règlement, c'est les études interventionnelles nationales, multinationales, qui portent sur des médicaments. On est toujours dans le médicament, c'était le cas de la directive, c'est encore le cas du règlement, et on sait qu'en France, la transposition n'était pas dans ce cadre strict, mais plus large. Et également, bien entendu, essais cliniques, mais essais cliniques interventionnels et faiblement internationels. Donc, on oublie tout ce qui est non interventionnel. Les grands principes, si vous devez retenir peu de choses du règlement, c'est avant tout un portail unique, donc un portail électronique par lequel on enverra nos dossiers et qui nous permettra d'être le lien entre les autorités et nous.
et une base de données unique dont Swazik a déjà parlé, hein, qui sera donc la base de données unique pour tous les essais cliniques menés en Europe. Alors, une procédure unique d'autorisation qui permet une évaluation plus rapide et une autorisation unique par État membre. Une extension du principe de l'accord tacite, puisqu'aujourd'hui l'accord tacite, il se fait que pour les produits non biologiques. Des conditions améliorées pour les essais concernant les maladies rares et graves. Un renforcement des règles de protection des patients et du consentement éclairé, on y reviendra. Une plus grande transparence dans la conduite des essais et de ses résultats, et un contrôle de la Commission européenne sur la conduite des essais dans les États membres et les pays tiers. Donc ce dossier d'autorisation, il sera composé, donc unique on a dit, hein, mais composé de 2 parties. Donc une partie 1 qui est une partie générale scientifique technique et une partie 2 qu'on appelle une partie nationale. Donc qu'est-ce que vous allez trouver dans la partie 1 ? Ce que vous trouvez aujourd'hui, c'est une lettre de couverture et l'application form. Vous y trouverez aussi le protocole et la brochure investigateur. Et puis tout ce qui tourne autour du dossier expérimental que vous connaissez très bien, et puis les avis scientifiques, enfin voilà, ça c'est le dossier partie 1 qui résonne assez bien dans ce que vous avez l'habitude de préparer. Et puis la partie 2, ce sera donc ce qui est appelé national, c'est-à-dire tout ce qui est propre aujourd'hui au comité d'éthique, mais en dehors de ce qu'on lui donne habituellement, c'est-à-dire le protocole, la brochure investigateur, et puis tous ces éléments, procédures de recrutement, information et consentement patient, qualification des investigateurs, adéquation du site, l'assurance, enfin, tout ce que vous connaissez très bien, qui est propre au comité d'éthique. Et donc ce dossier, donc, qui est constitué de 2 parties 1 et 2, sera envoyé via un portail électronique dont l'EMA a la lourde responsabilité de la conception et de la création. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que bien que d'application tout de suite, enfin immédiate, nous avons 2 ans puisqu'il faut que ce portail soit créé et soit validé et marche avant qu'on puisse utiliser ce système. Donc en termes d'évaluation de dossier, 2 parties. Une partie 1 qui va être évaluée par un membre qui sera nommé membre rapporteur sur le choix du promoteur. Alors à condition que les autres États membres n'aient pas envie de prendre le dossier, État membre n'ait pas envie de prendre le dossier, normalement votre choix devrait être celui qui est choisi, donc l'État membre que vous nommerez dans votre dossier. Donc cet État membre, il est responsable de l'évaluation de cette partie 1. Bon, on fera le parallèle avec la procédure centralisée où on a un rapporteur. Donc c'est exactement le même travail. Et ensuite, ce rapporteur va faire un rapport qui va soumettre aux autres États membres qui sont concernés par ces cliniques. Et on devra arriver donc à un consensus. Il n'existe dans le règlement aujourd'hui que 3 raisons pour lesquelles les autres États membres ne devraient pas accepter l'évaluation du rapporteur. Ce serait en cas où le traitement qui est proposé dans l'essai clinique serait inférieur entre guillemets à la pratique thérapeutique normale dans l'État membre concerné, ou bien une violation entre guillemets de législation locale, ou encore, et là ça me semble être plus complexe, ce qu'on appelle un désaccord au sujet des conclusions du rapport, donc de l'État membre de référence ou rapporteur, sur la tolérance, la fiabilité et la robustesse des données. Donc moi, cette 3e clause m'inquiète un peu parce que je pense que certains pays vont s'y engouffrer et voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas et on va dire que la philosophie du règlement sera respectée, c'est-à-dire une évaluation par un pays reconnu par les autres. Donc voilà, ça c'est la partie 1. La partie 2, c'est donc, vous l'avez vu, national, donc chaque État membre évalue cette partie. Et une fois qu'on a les deux évaluations de la partie 1, partie 2, ça donne lieu à une autorisation, ou pas d'ailleurs, mais à une décision unique de l'État membre. Donc les délais d'autorisation pour un dépôt initial sont les suivants. En 3 étapes, on a un délai de validation de 10 jours, une soumission et une évaluation qui dure 45 jours, dont
les 26 jours pour l'évaluation par l'État membre rapporteur, comme je vous l'ai dit. Ensuite, la coordination avec les autres États membres concernés, 12 jours. Et une phase de concertation, de consolidation par l'État membre rapporteur qui dure de 7 jours. Et enfin, la notification, 5 jours. Donc, je vous ai résumé ça dans un tableau, ce qui fait qu'au total, on a un minimum de 60 jours dans le cas normal qui, si tout va bien, si votre dossier passe la validation, s'il n'y a aucune question, peut donc sortir au bout de 60 jours avec une autorisation. Bon, si ça ne se passe pas aussi bien, que vous n'avez pas vraiment très bien fait votre dossier ou qu'il y a des questions, ce qui est quand même relativement vraisemblable, on passe tout de suite à 106 jours. Et dans le cas où on a un médicament biologique ou thérapeutique innovante, il faut ajouter à ça 50 jours. Donc vous avez dans les deux cas de figure soit de 60 à 106 jours, soit de 60 à 156 jours. Pour une modification substantielle, c'est à peu près exactement la même séquence. Donc je passe sur les jours et ça vous fait un minimum de 49 jours puisque l'évaluation est un petit peu plus courte que dans le cadre d'un dossier initial. Donc on peut aller de 49 jours à 95 ou de 49 jours à 145 suivant le type de produit. Alors, le comité d'éthique qui vous intéresse particulièrement, il est donc dit dans le règlement que l'essai doit faire l'objet d'une évaluation scientifique et éthique. La revue éthique doit être faite par un comité d'éthique indépendant, conformément à la réglementation locale, et elle doit être effectuée. Donc, cette revue qui est effectuée peut porter sur des aspects scientifiques comme sur les aspects éthiques. Donc, ce qu'il faut bien voir dans cette réglementation, c'est que la Commission n'a pas souhaité se mêler des affaires des États membres. Elle a souhaité leur laisser le choix du périmètre, du champ d'application de l'autorité compétente aujourd'hui et du comité d'éthique. Donc, en théorie, ce sera, enfin pas en théorie, mais en pratique, ce sera à chaque pays de décider sur son propre territoire qui sera celui qui regardera la partie 1 et qui sera celui qui regardera la partie 2. Donc, et comme vous n'avez pas manqué de voir, le protocole et la brochure investigateur qui sont dans la partie 1 ne seront pas dans la partie 2. Donc, je vous laisse imaginer comment le comité d'éthique va pouvoir évaluer le consentement du patient sans avoir vu le protocole avant. Voilà. Donc, un essai ne pourra pas être autorisé si le comité d'éthique a émis une opinion négative. Donc, tout l'enjeu de ce règlement, le côté stratégique, c'est comment et qui va évaluer la partie 1 et la partie 2. Donc, dans le consentement éclairé, il y a pas mal d'avancées. Bon, je vous laisserai les voir, donc, puisque ce sont quand même toujours à peu près les mêmes, mais il y a une prise en compte plus importante des différents types de sujets particuliers, de cas particuliers, comme les sujets handicapés, les mineurs, les femmes enceintes, etc. Et surtout les situations d'urgence, comme l'a évoqué tout à l'heure notre orateur dans la cardiologie. Et les clusters aussi, qui était quelque chose de qui tenait beaucoup à cœur à notre député, M. Juvin, et qui a réussi à le faire passer. Le sujet doit être informé que le résumé des résultats de l'essai, ainsi qu'un résumé, ça c'est nouveau, un résumé dans un langage vulgarisé, sera disponible donc sur cette fameuse base de données européenne dont on a parlé tout à l'heure, quelle que soit l'issue de l'essai. Le consentement éclairé sera obtenu par des moyens simplifiés, puisqu'on a vu qu'on n'avait que des essais interventionnels, mais avec du faiblement interventionnel. Et donc, en fonction du risque apporté par l'essai, les moyens pourront être simplifiés. Et puis aussi, c'est dans le consentement, ou à cette occasion-là, on pourra demander, on devra demander au patient s'il est d'accord pour qu'on réutilise des données à des fins scientifiques qui n'étaient pas prévues au départ.
Alors la base de données, c'est vraiment l'élément capital, capital de ce règlement, ou un des éléments les plus importants. Donc on a bien vu qu'elle serait établie, construite et maintenue par l'EMA en collaboration avec les États membres et la Commission européenne. Bon, chaque essai aura un numéro européen unique, mais ça vous le savez déjà, c'est pas du tout une nouveauté. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est que ces données vont être présentées dans un format facilement consultable, avec des données connexes. Donc, on va avoir des documents qui vont être liés entre eux. On va avoir possibilité d'aller voir le résumé en langage commun, le protocole, le rapport d'études cliniques. Et on aura aussi des liens qui vous permettront d'aller vers des données d'autres essais cliniques qui ont utilisé le même médicament expérimental. Donc le début et la fin de l'essai seront notifiés. Ça, ce n'est pas une nouveauté, mais il faudra que ce soit fait dans les 15 jours. Et aussi, donc, au moins d'un an après la fin de l'essai, dans tous les États membres concernés, le promoteur devra soumettre un résumé de l'essai, un résumé en langage commun, comme je vous l'ai dit, et surtout, alors là, plus nouveau, si l'essai est destiné à être utilisé pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, le demandeur devra également soumettre le rapport de l'étude clinique dans la base de données de l'Union européenne dans les 30 jours après l'autorisation ou après le retrait. Donc le rapport d'essai clinique entier. Alors les conséquences pour les promoteurs, c'est un peu interrogatif. Donc, déjà, les conséquences seront différentes suivant, évidemment, si on a affaire à un académique ou un industriel, et dans le cas d'un industriel, une maison mère ou une filiale. Ce qui est sûr, c'est qu'il va nous falloir une interface informatique à développer pour pouvoir mettre dans le tuyau électronique le dossier, recevoir les questions et avoir toute l'interaction avec les États membres qui sera nécessaire pour arriver jusqu'à l'autorisation. Pour l'industrie, je parle de ce que je connais. Bon, qu'est-ce qui va se passer au niveau réglementaire, au niveau opération clinique? Dans la plupart de nos industries, ce sont des services séparés. Si la partie 1 aujourd'hui est faite comme ça, elle sera probablement faite par la maison mère. Que vont faire les filiales au niveau réglementaire? Je ne vois pas vraiment aujourd'hui. Les opérations cliniques gardent toute leur pertinence au niveau national, vous l'avez vu, puisque cette partie-là est tout à fait construite d'un point de vue national, même si elle passera par le tuyau unique du portail, mais ça, c'est pas le problème. Comment on va interagir avec les CRO, c'est une grosse question. Donc vraiment, les conséquences de ce règlement, ça va être un chamboulement très important dans l'organisation des uns et des autres. Et en ce qui concerne l'adaptation à la réglementation française, bon, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on va avoir ce règlement qui va s'appliquer, il va falloir enlever tout ce qui est en contradiction avec ce règlement ou équivalent. Donc ça va demander un ménage dans les textes réglementaires assez important. J'imagine que le ministère de la Santé est déjà en train de travailler là-dessus. Et puis nous, notre deuxième problématique, ça va être comment on va intégrer la loi Jardé qui n'a pas eu ces décrets, donc qui est décrets qui ne paraîtront pas, puisque, a priori, puisque soit le règlement n'était pas voté tout de suite et on adaptait la loi Jardé par la publication de ces décrets, soit le règlement sortait et il fallait voir ce que de la loi Jardé on allait pouvoir, on devrait sortir, puisque bien sûr on a compris que le règlement ne répond pas à l'ensemble des préoccupations françaises qui étaient dans la loi Jardé. Donc pour mémoire, on avait le fond de cette loi Jardé, c'était quand même ces contraintes qui étaient à 3 niveaux et donc essentiellement les recherches non interventionnelles qui arrivaient et qui étaient dans cette loi. Donc il faudra certainement ajuster les textes pour qu'on garde ces avancées qui concernaient ce type d'essais qui ne sont pas dans le périmètre du règlement. On avait aussi toute la définition des CPP, la création de la Commission nationale de coordination. Je passe sur le tirage au sort des CPP
Et voilà, et il y a un certain nombre de points donc, qui figurent sur cette slide et qui sont extrêmement importants dans la loi Jardé et qu'on devra donc sortir de là pour pouvoir les implémenter dans la réglementation française, à côté du règlement qui supprimera tout ce qui est en lien avec la directive. Donc tout ça va être assez périlleux, je pense, en termes de texte. Donc en conclusion, on peut dire que le règlement introduit des changements qui sont très importants, mais dont on va dire que le but primordial est d'améliorer l'attractivité de l'Europe. Et effectivement, ce portail unique avec cette rationalisation de canal de données et d'échanges peut certainement nous aider. Les délais, bon, qui sont peut-être pas aussi optimistes qu'on l'aurait souhaité. On va dire que les industriels se sont battus pour avoir les meilleurs délais possibles, mais il y a beaucoup de voix dans les discussions et la consultation du texte, donc c'est normal que chacun essaye de faire valoir ses priorités. Et on sait que les États membres ont besoin d'un certain temps pour évaluer les dossiers, ne veulent pas sacrifier la qualité de l'évaluation. Donc ces nouveaux délais sont un compromis, le meilleur compromis qu'on ait pu obtenir. Donc un dossier unique, une décision unique par État membre, l'accord tacite aussi qui est très important. Et puis tout cet aspect transparence via la base de données accessible au public, avec une grande disponibilité des données qu'on recueille dans les essais cliniques. Donc la conséquence en sera une profonde modification de la réglementation française qui passera en particulier par une nouvelle organisation, et ça va être la surprise, bien qu'on ait encore quelques idées, mais comment va s'organiser en France l'évaluation de la partie 1, de la partie 2, qui va agir, et comment la NSM et les CPP vont s'entendre ensemble pour évaluer dans ce temps qui peut être long si on dit 60 à 106 jours, mais il faudra quand même que les deux parties soient évaluées dans ce temps-là si on veut gagner du temps pour être attractif, et il faudra donc que ces instances s'entendent le mieux possible pour pouvoir mener à bien leur tâche et nous délivrer ces autorisations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Brigitte. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Une ou deux? Tout est clair? Oui, Soisic. Oui. Merci Brigitte. En fait, j'ai une question sur la façon justement dont va s'organiser la NSM dans cette phase avant 2016. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je connais la réponse, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. La réponse. Oui, effectivement, la France, enfin en particulier la NSM, qui est très consciente de l'enjeu en termes de délai, a souhaité devancer, comme elle l'avait fait d'ailleurs à l'époque de la directive, mais pour des raisons différentes, parce que la directive a été un peu en retard en termes d'implémentation, donc elle avait fait une phase pilote avec plusieurs parties prenantes, pas des académiques, les CRO, pas mal de gens qui tournent et qui sont partie prenante dans ce système, et elle souhaite avoir la même démarche et mettre rapidement en œuvre cette phase pilote. Donc en fait, on va faire une simulation. On va déjà se réunir et puis réfléchir dessus et voir comment on va s'organiser. Mais l'idée, c'est de faire une simulation pour que eux, comme nous, se préparent à ce qui va arriver, même si c'est dans 2 ans, pour que la France soit choisie comme État membre rapporteur, ayant pu faire la preuve pendant cette phase pilote de la possibilité de tenir les délais. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'intervention suivante, Madame Lorraine de Merville, qui a tenu des responsabilités aux affaires juridiques du CHU de Lille et qui est actuellement responsable des affaires juridiques au sein de la DRCD de l'AP-HP. Vous avez la parole. Merci et bonjour à tous. Quand on m'a demandé d'intervenir sur la convention unique, j'avoue que j'étais très enthousiaste et pleine d'espoir. On avait un calendrier annoncé vraiment très très dynamique. Malheureusement, on a pris un petit peu de retard, donc
voilà, je suis un tout petit peu moins enthousiaste, mais on va quand même vous présenter ce qu'il en est. Donc la convention unique, c'est un des outils qui avait été envisagé, qui est envisagé par les pouvoirs publics conjointement avec les industriels pour améliorer l'attractivité de la France en matière d'essais cliniques à promotion industrielle. Très rapidement, donc juste très rapidement, les essais cliniques industriels à la PHP, quelques chiffres. Ça représente 1350 essais actifs en 2012, un peu moins de 2400 centres investigateurs. On travaille avec 300 promoteurs industriels et globalement, en 2012, il y a 406 nouveaux essais qui ont été mis en place. Donc on a une équipe qui est dédiée pour assurer justement la mise en place de ces essais sur le plan administratif. C'est le guichet des essais à promotion industrielle. Voilà. Donc juste avant de traiter directement le sujet de la convention unique, je voudrais préciser quelques éléments de contexte et puis un petit cadrage juridique pour voir dans quel cadre on se trouve. Donc le contexte, je vais passer assez rapidement puisque ça a déjà été évoqué. Donc ce contexte est issu des travaux du contrat de filière qui met en évidence la diminution du nombre des essais cliniques sur les médicaments en Europe et en France entre 2007 et 2011, une augmentation du nombre de recherches biomédicales dans le domaine des dispositifs médicaux, des délais de mise en œuvre des études cliniques à promotion industrielle qui se sont certes réduits entre 2006 et 2011, comme ça a été dit précédemment, mais qui stagne quand même depuis 2011. Donc on a sûrement eu un impact favorable de la démarche d'harmonisation qui a été conduite par le CNGEPS, mais on arrive quand même à ses limites. Et ces délais qui sont vraiment considérés comme un handicap concurrentiel de la France vis-à-vis d'autres pays européens. Donc ces délais de contractualisation sont aussi liés aux textes applicables en France en matière d'essais cliniques industriels. Donc on a deux textes. Le premier, donc, qui concerne en fait la convention de surcoût, cette convention qui doit nécessairement être conclue entre l'hôpital et le promoteur, qu'il soit industriel ou académique, peu importe, pour permettre le remboursement à l'hôpital des frais supplémentaires induits par la recherche, puisque ce sont des frais qui ne doivent pas être pris en charge et assumés par l'assurance maladie, mais bien par le promoteur. Donc cette convention à la PHP, elle est élaborée par le guichet des essais à promotion industrielle et c'est une convention qui est unique pour les 37 hôpitaux de la PHP. Donc que vous ayez un centre ou 7, 8 ou 15 centres au sein de l'assistance publique, on a une convention unique. À côté de cette convention de surcoût qui est obligatoire dès lors qu'il y a des surcoûts, on a la possibilité entre le praticien investigateur et le promoteur de conclure un contrat pour la perception d'honoraires. Donc là, on n'est plus du tout dans le même cadre. On a un contrat de droit privé qui n'associe absolument pas l'hôpital, mais les textes prévoient que ce contrat doit être soumis pour avis au Conseil de l'ordre et notifié au responsable de l'établissement de santé dès lors que tout ou partie des activités ont lieu dans un établissement de santé. Ça, c'est ce qui est purement et simplement prévu par les textes. Pour autant, on sait très bien qu'il y a à côté de ces contrats d'autres contrats qui sont conclus pour la réalisation des essais cliniques en faisant appel à d'autres prestataires, d'autres tiers, et par exemple pour mettre du personnel à disposition. Donc en pratique, en fait, la contractualisation dans le cadre de ces essais industriels, sous l'impulsion du CNGEPS, il y a vraiment eu un travail mené en lien avec le LEM d'une part et puis les établissements publics de santé, mais surtout les CHU à l'époque, pour harmoniser des documents et essayer de se mettre d'accord sur un standard minimum, que ce soit pour les surcoûts hospitaliers, pour une grille nationale de surcoûts. Et puis, on avait déjà amorcé le travail pour intégrer la rémunération de la prestation d'investigation. Alors, ce qu'on appelle la prestation d'investigation, ce sont en fait les honoraires quand ils sont perçus par une structure, puisque les honoraires, c'est vraiment associé à la personne du professionnel de santé qui les perçoit. En pratique, ce dispositif ne concernait pas tous les promoteurs, puisqu'à l'époque, c'était vraiment à l'initiative du LEM sous l'égide du CNGEPS, donc qui associait particulièrement le LEM.
et ça ne concernait pas non plus tous les établissements de santé. C'était un dispositif très peu contraignant. Tous les établissements de santé ne l'appliquaient pas nécessairement, tous les promoteurs non plus, puisqu'ils n'y étaient pas soumis. Et donc, en fait, on avait plutôt une idée d'adhésion un peu libre des différents intervenants et aucune sanction. Donc, on pouvait l'appliquer, mais rien ne contraignait vraiment les promoteurs et les établissements à l'appliquer. Ça générait des délais de négociation, des surcoûts d'une part, bien sûr, et aussi du contenu des clauses de la convention, de la part des établissements de santé et de la part des promoteurs, alors que le contrat de surcoût, à la base, c'est vraiment le remboursement des frais supplémentaires et c'est pas d'organiser toute la gestion de la recherche autour. Donc, les constats du Conseil stratégique des industries de santé et du Comité stratégique de filière industrie et technologie de santé, c'est un triple constat, la multiplicité et la diversité des contrats. On peut avoir, pour un essai clinique dans un établissement de santé, un contrat de surcoût, un contrat d'honoraires pour l'investigateur, un autre contrat pour les honoraires d'un responsable scientifique, par exemple, une association qui peut intervenir en parallèle, et puis un contrat pour le prêt d'un équipement, ce qui fait que pour un essai sur un centre, vous pouvez avoir jusqu'à 4 ou 5 contrats sans difficulté. Des situations de blocage qui ont été observées, notamment suite à l'adoption de la loi Bertrand, où le rôle des associations, la possibilité que les associations perçoivent des fonds de l'industrie pharmaceutique a été un peu modifiée et avec une rédaction pas toujours très à droite, ce qui fait qu'on a eu un certain nombre de divergences sur l'interprétation de ce texte. À cela, associer une position du CNOM avec une position plutôt stricte sur la question, ayant tendance aussi à considérer que c'était forcément un cumul d'activités pour les investigateurs qui participaient à des essais industriels, y compris sur leur temps de travail hospitalier. Tout ça, ça générait vraiment des délais importants. Et donc ces délais apparaissent comme le principal obstacle à l'heure actuelle en France pour la réalisation d'études cliniques. Et ça met vraiment en péril l'attractivité de la France, c'est en tout cas les constats du CSIS. Et sur le terrain, ce sont vraiment des constats qui sont partagés, alors tant par les promoteurs que par les établissements de santé. Donc on est vraiment en phase sur ce sujet. Donc dans ce contexte, fort de ces constats, est apparu le contrat de filière, donc, qui a été conclu entre l'État et les industriels. Il a été signé en juillet 2013, donc lors de la 6e édition du CSIS. Il y avait principalement 3 mesures pour renforcer l'attractivité des essais cliniques, mais ça a déjà été évoqué, donc je vais passer très rapidement pour me concentrer sur la mesure 19, donc, qui est la mise en place d'une convention unique dans les établissements de santé. Donc l'objectif de cette mesure, c'est vraiment de simplifier et d'accélérer la mise en place des essais cliniques à promotion industrielle dans les établissements de santé. Et l'outil, c'est vraiment une convention unique intégrant les honoraires investigateurs, ce qui permettra, a fortiori, d'augmenter le nombre d'essais cliniques en France. Donc les 2 actions proposées, c'est la mise en œuvre de cette convention unique et l'intégration des honoraires avec une précision très très affichée, qui est que ces honoraires doivent être fléchés pour permettre un retour vers le centre qui réalise la recherche. En fait, on constate que très souvent, les honoraires servent à améliorer le fonctionnement de l'activité de recherche au sein des établissements de santé. Et l'idée, c'est de surtout pas remettre en cause ce besoin de moyens complémentaires. Pour autant, c'est un peu délicat aussi pour les établissements de santé, en particulier pour les établissements publics, par rapport aux règles de la comptabilité publique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu délicat aussi. Donc, on a tous bien conscience que c'est vraiment un enjeu pour que les investigateurs adhèrent, mais ça nécessite un certain nombre d'adaptations aussi pour les établissements de santé. Donc, en pratique, ces travaux sont coordonnés par la Direction générale de l'offre de soins, donc sous l'égide du ministère de la Santé. Y participent des représentants, donc des industriels, avec cette fois-ci vraiment une démarche beaucoup plus large que précédemment, donc le LEM, le SNITEM, l'AFCRO et le CIDIV.
et des représentants également des établissements de santé, et là aussi une prise en compte vraiment de tous les partenaires et tous les établissements qui peuvent participer, donc avec la FEAP, la FHP, l'Unicancer et le CNCR, donc les établissements plutôt privés participant au service public, les établissements d'hospitalisation privée, Unicancer, donc les centres de lutte contre le cancer, et le CNCR qui regroupe globalement tous les autres établissements publics. L'objectif, donc, c'est d'élaborer une convention et une grille de surcoût unique, applicable sans négociation au cas par cas, et indépendamment de l'établissement de santé dans lequel il est réalisé. D'où la nécessité d'associer dès le début des représentants de tous les types d'établissements pour justement pouvoir tenir compte des particularités, puisque vous imaginez bien qu'entre un établissement public et une clinique privée, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes sur le plan juridique. Une grille de surcoût unique qui serait arrêtée entre le promoteur et l'établissement coordonnateur et qui s'appliquerait de façon obligatoire à tous les autres centres participants, ce qui n'est pas non plus sans poser de difficultés, puisque chaque établissement de santé, en fonction de son statut, ne bénéficie pas des mêmes types de financement. L'objectif, donc, c'était tous les essais qui démarreraient en 2014. On a pris un peu de retard sur le calendrier, donc on n'a pas encore pu démarrer. Le groupe de travail s'est réuni. Il y a eu un certain nombre d'échanges et de travail sur le document. Il y a quelques interrogations, des premières difficultés qui sont apparues sur le périmètre d'abord, puisque le contrat de filière parle d'essais cliniques, mais on s'est dit, est-ce que ça concerne exclusivement les recherches biomédicales? Est-ce qu'on l'applique aussi aux recherches non interventionnelles? On s'en est tenu aux consignes du contrat de filière. A priori, c'est vers ça qu'on s'oriente, donc vraiment uniquement les recherches biomédicales, avec la ferme intention de pouvoir décliner ça ensuite sur les recherches non interventionnelles. Le maintien de la possibilité pour les investigateurs de percevoir des honoraires à titre personnel, comment ça va s'inscrire? Est-ce que ce sera dans ce même contrat ou est-ce qu'on aura un deuxième contrat à part? La difficulté plutôt des établissements de santé, cette fois avec des statuts juridiques différents et des relations avec leur personnel différentes, entre un médecin qui est salarié dans certains établissements et un médecin qui est statutaire dans des établissements publics. Et puis les promoteurs aussi qui nous ont fait part de difficultés sur le fait qu'ils ne sont pas forcément libres sur toutes les clauses des contrats, et notamment ceux qui ont des maisons mères, par exemple avec les clauses de lutte contre la corruption américaine qui doivent être mot pour mot dans le contrat avec des marges de manœuvre assez limitées. Et donc pour eux, le besoin d'expliquer à la maison mère en quoi ça consiste et pourquoi ça ne pose pas de problème, puisqu'en France, on a le même type de disposition qui s'applique en tout état de cause. Donc à ce jour, on a le rapport annuel du Conseil national de l'industrie qui est sorti en fin de semaine dernière, qui dresse un peu un bilan. Parmi 4 axes majeurs, il y a toujours celui de conforter et accroître l'attractivité de la France en tant que lieu de recherche, et d'accélérer la mise en place des études cliniques via une convention unique, et ça reste une des grandes perspectives de 2014 parmi les mesures prioritaires. Donc on va poursuivre les travaux sur ce sujet-là. Les perspectives, il était prévu de rendre le document opposable à tous les promoteurs, à tous les établissements de santé, sans aucune négociation, via un arrêté ou via un outil juridique. Tous les acteurs vraiment qui participent sont d'accord pour dire que c'est vraiment un outil pertinent qui devrait permettre de réduire les délais de contractualisation. Ces délais mobilisent énormément les différents services, tant dans les établissements de santé que chez les promoteurs industriels. Pour autant, on a fait part aussi de la nécessité d'intégrer un petit peu de souplesse, parce que la réalisation des études au sein des différents centres peut quand même avoir des spécificités par rapport par exemple avec des analyses centralisées ou des choses de ce type. Et on a aussi vu soulever, alors là plutôt par les promoteurs, le risque un peu de désaffection de la France du fait de cette entrave à la liberté contractuelle, surtout par rapport aux pays anglo-saxons, où le contrat, c'est la loi des parties. À partir du moment où vous ne mettez rien d'illégal dans un contrat, vous êtes libre de prévoir tout ce que vous voulez.
Et voilà, et cet état d'esprit avec un contrat type qui serait imposé formellement, voilà, ça peut faire peur à certains partenaires. Donc on a vraiment cette contradiction entre cet outil indispensable, mais cette contradiction qui veut qu'on a une liberté contractuelle et qu'en général, on n'impose pas le contenu comme ça. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour, je travaille pour une CRO et j'ai lu hier, pour une validation juridique, justement un contrat de convention unique d'un CHU. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Et le contrat s'intitulait convention unique. Donc je suis assez surprise. Est-ce que les CHU commencent déjà à établir des conventions uniques? Est-ce que c'est quelque chose qui est validé? Est-ce qu'il va falloir qu'on se méfie entre les conventions uniques qui sont réellement faites dans le cadre dont vous parlez? Ou est-ce qu'on va commencer à avoir des conventions uniques qui vont apparaître un peu partout de manière informelle? Alors, c'est forcément une initiative individuelle. Pour autant, le titre d'une convention, malheureusement, présage pas de son contenu, donc je suis un peu limitée dans la réponse. Il y a déjà un certain nombre d'établissements, plutôt des établissements universitaires à ma connaissance, mais peut-être ailleurs, qui intègrent les honoraires investigateurs, donc sous forme d'une rémunération de la prestation d'investigation, et qui arrivent à flécher et à dédier ces sommes pour les services investigateurs. Donc peut-être qu'ils ont juste modifié l'intitulé, mais que c'est déjà ils ont continué à utiliser cet outil-là en modifiant l'intitulé. J'ai travaillé avec eux déjà l'année dernière, donc ils ont vraiment changé le modèle de leur contrat. Et dans le contrat, il y a 4 parties. Il y a l'hôpital, il y a le médecin, il y a l'association et le promoteur. Et c'est là où j'étais très surprise. Ça veut dire que les honoraires de l'investigateur sont perçus par l'association. L'association qui fait partie de ce contrat de convention unique. Donc voilà, je me demande si du coup on va pas, les CHU vont pas profiter de cette situation et de faire des conventions uniques, et du coup nous on va se sentir obligés d'utiliser cette convention unique parce que c'est quelque chose qui va devenir obligatoire entre guillemets, et pas trop savoir de ce qui est du vrai, du faux, ça va être un peu compliqué quoi. Et non, mais voilà, pour le coup, après chaque établissement a la responsabilité de ce qu'il signe, et c'est assez curieux surtout d'intégrer une association au sein du même contrat. Ça, je vous avoue. Je voulais avoir votre avis. Mais ce qu'on peut dire surtout, c'est que quand la démarche du contrat unique, tel qu'on l'appelle dans la démarche du CSIS, sera mise en place, elle sera mise en place via quand même une circulaire ou un arrêté, on ne sait pas encore trop, et que du coup, elle sera forcément applicable. Et donc, les hôpitaux seront obligés de l'appliquer. Voilà, mais donc, elle prendra le pas sur toutes les autres initiatives qui ont pu se mettre en place aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit, il y a déjà des hôpitaux aujourd'hui qui sont capables de flécher et d'intégrer dans les surcoûts et dans la convention les honoraires des investigateurs et de les flécher vers le centre ensuite. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Alors, on va laisser la parole à la dernière intervenante, Frédérique Novak, qui est donc PhD en biologie de l'École centrale de Paris. Elle a travaillé chez Genset, puis chez Serono, puisque Serono avait racheté Genset. Elle est actuellement responsable du département biologie, transfert et innovation de l'INCa. Donc Frédérique, vous avez la parole. Elle va nous parler des enjeux actuels de la recherche clinique en partenariat public-privé. Donc, merci à vous pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter un exemple particulier qui est celui de l'INCa et qui s'adresse plus particulièrement aux essais cliniques de phase précoce. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le domaine de la cancérologie, je vais commencer par faire une brève introduction de ce qu'est l'Institut national du cancer. C'est une agence qui est à la fois sanitaire et scientifique, mais qui est complètement dédiée à la cancérologie. C'est assez récent puisqu'elle a été créée en août 2004 et elle est sous la double tutelle des ministères de la Santé et de la Recherche. Donc l'INCa est impliquée dans tous les domaines de la lutte contre le cancer. Ça va de la santé publique, observation, prévention, dépistage, qualité des soins, recherche et puis information à la fois au grand public et aux malades.
Donc, les essais cliniques de phase précoce et plus particulièrement les partenariats publics-privés ont été inscrits dans les deux derniers plans cancer. Donc, tout d'abord dans le plan cancer 2009-2013 au sein de la mesure 1 avec 2 actions qui étaient la première de structurer et stimuler la recherche dans les phases précoces d'essais de nouveaux médicaments anticancéreux et l'action 1.4 qui était d'établir des partenariats de recherche et développement entre laboratoires internationaux et les acteurs de la recherche en cancérologie. Et puis, ça a été inscrit dans le tout nouveau plan cancer qui vient d'être annoncé en février 2014, donc plan cancer 2014-2019 cette fois, au sein de l'action 5, qui est de poursuivre l'effort de développement donc, des centres d'essais de phase précoce et de continuer à développer des partenariats avec l'industrie pharmaceutique, en particulier pour prendre en compte les cancers rares et les cancers pédiatriques. Donc, cette action de partenariat, elle a d'abord commencé finalement par l'identification et la labellisation de centres d'essais de phase précoce, dont les objectifs étaient de faciliter l'accès aux molécules innovantes aux patients sur le territoire français. Donc, c'était d'améliorer la qualité et le nombre des essais cliniques de phase précoce en couvrant l'ensemble des pathologies du cancer, y compris hématologie, pédiatrie, maladies orphelines. Et puis finalement, c'est dans le thème général de cette session, augmenter la visibilité et l'attractivité de la recherche clinique française auprès des industriels du médicament en France ou à l'étranger, et dans un second temps, d'obtenir des molécules directement des laboratoires et d'étendre ce modèle à l'Europe. Donc, ces centres que nous appelons des CLIP, pour centres labellisés 1 cas de phase précoce, ils sont au sein d'établissements de santé hospitalo-universitaires, donc CHU ou CHCC, Centre de lutte contre le cancer. Ce sont des établissements qui ont l'autorisation à traiter des patients en cancérologie, en chimiothérapie et chirurgie, et puis ils doivent disposer des autorisations réglementaires. Donc, ces CLIP ont été identifiés en 2010 par des appels à candidature et ils sont au nombre de 16 répartis de façon à peu près homogène sur le territoire, puisqu'on voit qu'il y a quand même un trou au nord et à l'est de la France. Donc ces CLIP qui sont au nombre de 16 avec chacun un coordonnateur qui est un des leaders, enfin qui sont des leaders d'opinion et des experts très reconnus dans la spécialité. Donc, tout d'abord, au niveau de l'INCa, on fait un suivi de l'activité de ces centres et on peut dire qu'en 2012, on a eu quasiment 3000 patients inclus dans ces CLIP et 187 nouveaux essais qui ont été ouverts. Et donc, depuis cette labellisation qui est intervenue en 2010, on a eu 6700 patients inclus, à peu près 500 nouveaux essais ouverts et on voit qu'on est en progression au niveau du nombre de patients inclus dans ces essais et aussi au niveau du nombre de ces nouveaux essais inclus. Donc ces essais sont à la fois des essais académiques et des essais industriels. Finalement, l'Eclipse, c'est tout d'abord un label qualité au niveau de la recherche qui est menée. Alors le premier exemple, la première piste de partenariat public-privé, elle s'est faite tout d'abord au sein d'une collaboration entre le NCI, qui est le National Cancer Institute, donc aux États-Unis, et l'INCa. En fait, le NCI avait déjà une procédure de partenariat avec des laboratoires qui étaient situés aux États-Unis pour mettre à disposition de centres de phase précoce, donc situés aux États-Unis, de molécules en développement. Donc en fait, les molécules confiées au NCI dans des indications spécifiques qui sont non prioritaires pour le plan de développement du laboratoire. Et l'objet de cette collaboration entre le NCI et l'INCa, c'était de donner la possibilité aux CLIP de participer à cette procédure du NCI et donc d'avoir accès à ces partenariats via les États-Unis. Donc c'est fait au sein d'une procédure qui est assez codifiée, c'est-à-dire que l'appel à projet qui est lancé traditionnellement par le NCI aux États-Unis donne la possibilité à la France de participer via l'Institut national du cancer. Donc l'INCa transfère l'information au CLIP. Ceux-ci soumettent des lettres d'intention à cet appel à projet. Ces lettres d'intention sont revues par l'INCa et puis elles sont soumises au NCI qui les examine de façon compétitive puis par la firme, comme elle le fait pour les centres américains. Et puis, lorsqu'une lettre d'intention est retenue, le CLIP qui est promoteur rédige alors le protocole et lance l'essai dans les centres français.
Donc si on fait le bilan de cette procédure, ça a permis de mener, ou d'ouvrir 4 essais en France. Le premier étant dans les chondrosarcomes, et c'était l'essai Chondrog, avec un antagoniste de la voie Hedgehog. Et en fait, cet essai finalement a fait la preuve de concept à la fois de la procédure, mais aussi finalement de la qualité de la recherche clinique en France, puisqu'en fait, il a inclus à très grande vitesse. Et les inclusions se sont faites en moins d'1 an, ce qui a quand même surpris de façon, on va dire, très positive les Américains. Et puis d'autres essais sont actuellement en cours, donc avec un inhibiteur d'AKT, un inhibiteur de MET et puis un anticorps anti-CD30. Donc ça, c'était la première étape pour finalement attirer sur le territoire français des molécules et de mener comme ça des partenariats publics-privés. Et puis on s'est dit que finalement passer par le NCI c'est bien, mais c'est un petit peu compliqué, et on a essayé de faire la même chose directement en France. Donc là, ce sont des partenariats publics-privés qui arrivent, qui se font directement via la France, dont les objectifs finalement sont toujours un peu les mêmes. C'est d'améliorer l'accès à l'innovation et la prise en charge des patients qui sont sur le territoire, et puis d'avoir un point de vue académique sur l'utilisation de molécules qui sont en dehors du plan de développement des laboratoires, d'obtenir des données sur de nouvelles indications non couvertes par ce plan de développement, et puis d'envisager des combinaisons de traitements, soit des associations de molécules, soit molécules et radiothérapie. Alors ce partenariat, il est là aussi très codifié. En fait, la première étape sont des rencontres qui se font entre l'INCa et les laboratoires pharmaceutiques, et ces laboratoires acceptent de mettre à disposition des molécules qui sont encore au stade précoce de développement à disposition des CLIP. Donc, on demande aux experts des CLIP leur avis sur ces molécules et sur l'opportunité de mener des essais cliniques avec ces molécules. Si l'avis qu'on recueille est positif, à ce moment-là, une convention est établie entre l'INCa et le laboratoire pharmaceutique, et ça marque le début formel du processus. Donc l'INCa lance ensuite un appel à projet compétitif qui est réservé aux 16 CLIP, avec une sélection qui est faite par un comité d'experts indépendants et qui est faite sur lettre d'intention. Donc, ce comité d'évaluation classe les projets et en sélectionne un certain nombre qu'il juge de qualité. Ces projets sont alors transférés au laboratoire pharmaceutique qui a la possibilité, sur la base de nouvelles données scientifiques, soit des nouvelles ou sur l'évolution de son plan de développement qui ferait que, par exemple, un nouvel essai clinique a été mené entre-temps dans cette indication, d'éliminer certains projets en faisant une réponse motivée. Donc, sur la base en fait, du retour du laboratoire pharmaceutique, l'INCa finance au maximum 2 projets sur la base des recommandations du comité d'évaluation. Il y a alors une signature qui est signée entre le laboratoire pharmaceutique et le CLIP promoteur, puis une convention de subvention entre l'INCa et le CLIP promoteur. Et le lancement de l'étude peut alors commencer. Donc, au niveau des modalités du partenariat, ce processus a reçu l'avis positif du comité de déontologie de l'INCa en juin 2011. Donc ça, c'était une étape importante pour s'assurer que finalement l'INCa, quelque part, était dans les clous en menant ses collaborations avec l'industrie pharmaceutique. La question principale étant finalement de savoir si l'INCa se substituait ou pas au développement du laboratoire, mais étant entendu que finalement on se situait bien en dehors du plan de développement du laboratoire. Et puis donc sur ce schéma, vous voyez le cadre général de ce partenariat avec différentes conventions. Une première convention donc entre le laboratoire et l'INCa qui définit le cadre général de ce partenariat, donc la propriété de données, la propriété industrielle, comment va se faire la compensation financière, qui règle les droits de publication, les droits de communication. Et puis donc une convention de collaboration sur l'essai qui a été sélectionné entre le laboratoire et le promoteur. Et puis finalement une convention de subvention entre l'INCa et le promoteur.
Alors, au niveau du rôle des différentes parties, tout d'abord le rôle du laboratoire pharmaceutique. Il accepte de mettre à disposition gracieusement la molécule, de soumettre le dossier pharmaceutique aux autorités compétentes. Il assure la libération du produit et sa livraison. Et bien sûr, il informe le promoteur de toute donnée qui peut affecter sur la santé des patients ou la conduite de l'essai, donc pendant toute la durée de l'essai. Et il n'y a pas d'autre implication du laboratoire dans la conduite de l'essai et dans l'analyse des données. Bon, le rôle du promoteur est assez classique. En outre, il fournit des rapports d'activité à la fois financiers et d'activité à l'INCa. Et puis, l'INCa demande d'organiser des audits dans chaque centre qui participe à l'essai clinique. Au niveau des clauses de la collaboration, donc au niveau de la propriété des résultats, les données et les résultats qui sont issus de l'essai sont la propriété du promoteur, mais le promoteur s'engage à les transmettre au laboratoire qui est propriétaire de la molécule. Et puis, l'idée étant que si l'essai est positif, on aille au-delà et on avance dans la recherche clinique dans cette nouvelle indication. Le laboratoire aura la possibilité d'acquérir les données et les résultats issus de l'essai sous réserve d'une contrepartie financière dont le montant est évalué entre le laboratoire et le promoteur. Et dans ce cas-là, le promoteur s'engage à réinvestir au moins du niveau de la subvention qui a été versée à l'INCa dans les essais de phase précoce au sein d'Eclip, pour finalement faire une opération blanche au niveau financier. Donc au niveau du financement, ces essais cliniques sont financés par l'INCa et ce financement il est assuré en partenariat avec la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Donc voici un état des lieux des partenariats qui sont en cours. Donc c'est un projet qui est finalement assez récent puisque je vous ai dit les Eclipse ont été labellisés en 2010 et que cette procédure s'est mise en place par la suite. Donc on a déjà des essais, enfin des projets qui ont été retenus avec plusieurs industriels dont vous voyez le nom sur la gauche et des essais cliniques qui ont déjà démarré, le premier ayant démarré en septembre 2012. Et on a en outre des discussions qui sont en cours avec 6 autres laboratoires pharmaceutiques pour la mise à disposition de plus de 10 molécules. Et si vous voyez la liste des industriels sur la gauche, on voit que certains d'entre eux refont un deuxième tour de partenariat, on va dire, ce qui montre finalement le succès de ce programme. Donc pour résumer où on en est aujourd'hui et comment on peut faire évoluer ce dispositif. Tout d'abord au niveau des difficultés rencontrées. Donc c'est un programme qui se situe au niveau des phases précoces de développement des molécules. Donc bien sûr, il y a le risque de l'arrêt de la procédure, parfois même en amont de la mise en œuvre de l'essai. Donc ça, c'est quelque chose dont l'INCa est tout à fait conscient et l'Eclip aussi. Donc il y a toujours le risque, et ça nous est déjà arrivé, que le développement de la molécule soit interrompu. Et voilà, dans ces cas-là, c'est comme ça, c'est la vie. On a la difficulté de proposer des associations, en particulier des essais en association, en particulier entre différents laboratoires. On a vu en particulier avec la présentation du professeur Blé qu'en cancérologie, ça devenait quelque chose de critique parce qu'on arrive à des mécanismes d'action au niveau tumoral qui sont extrêmement complexes et on voit bien ça devient de plus en plus important d'attaquer la cellule cancéreuse par différentes voies d'attaque et donc les essais en combinaison deviennent essentiels. Donc on aimerait bien arriver à ça dans ce programme. Et puis ces projets sont financés par l'INCa et par définition le budget de l'INCa est limité. Donc les possibilités de collaboration, finalement, elles sont très longues. Pour chaque molécule, on aurait envie de financer plusieurs projets et on est confronté au principe de réalité qui est de celui du budget de l'INCa, même avec le soutien de la Fondation ARC. Au niveau des facteurs clés qui ont conduit au succès de ces partenariats, c'est quand même une opportunité assez unique pour les patients qui n'ont pas d'autre offre de prise en charge et qui se retrouvent en impasse thérapeutique. Donc là, on répond à un vrai besoin médical.
C'est un endroit finalement où un projet au sein duquel se retrouvent les académiques et les industriels. Donc c'est une vision académique tout en profitant de la connaissance du laboratoire sur la molécule. Ça se passe au niveau des clips, donc au niveau d'un réseau qui offre une garantie de qualité pour les industriels. Donc ça, c'est un gage de confiance. Et puis, on a une procédure, comme je vous l'ai montré, qui est quand même relativement encadrée et qui garantit une équité vis-à-vis des clips et des laboratoires, dans le sens où finalement, d'un partenariat à l'autre, d'un appel à projet à l'autre, on s'assure qu'aux adaptations au cas par cas près, on reste dans un cadre qui est toujours le même, et donc que ce système ne dérive pas au cours du temps. Donc au niveau des perspectives, comme je vous l'ai dit finalement en introduction, la poursuite de ce programme est inscrite dans le cadre du plan Cancer 3. Donc c'est finalement une assurance qu'au niveau institutionnel, on a un soutien au moins jusqu'en 2019 sur ce programme-là. On a commencé à envisager et à entamer des discussions au niveau européen avec d'autres partenaires à la fois institutionnels et académiques pour étendre ce modèle au niveau européen, en particulier pour les pathologies rares et la pédiatrie. Donc l'idée serait effectivement, toujours finalement sur le constat qu'a fait le professeur Blais tout à l'heure, qu'on arrivait dans des pathologies qui étaient de plus en plus rares, qui allaient concerner un nombre de patients toujours plus réduit. Finalement, la nécessité d'élargir ce programme au niveau européen. La première difficulté étant d'identifier les centres dans lesquels on pourrait faire cette recherche de phase précoce. Et puis, pour terminer, on essaye ou on envisage toujours de favoriser les essais en combinaison dans des phases les plus précoces possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a une question sur les partenariats publics-privés? Je ne vois pas la salle, là. Non? Pas de questions? Bien, donc je voudrais remercier les 4 oratrices. Vous avez vu qu'il y avait 4 oratrices et 2 orateurs. C'est une randomisation au hasard, hein, pas du tout hormonale, comme l'a dit M. Sibilia. Donc je vais laisser la parole à Denis qui va faire la conclusion de cette plénière. Merci Alain. Une conclusion très courte, hein, le temps est avancé. L'organisation de cet après-midi nous a montré peut-être 3 choses. C'est que la baisse d'attractivité perçue de la recherche clinique a au moins un intérêt, c'est qu'elle mobilise des acteurs. Et je crois que c'est quelque chose de positif, avec peut-être un petit bémol pour le CNOM, qui est peut-être moins investi que les autres acteurs dans la recherche d'attractivité. Le deuxième point, c'est qu'il faut travailler sur la qualité, la formation et aussi porter une image positive de la recherche clinique auprès des médecins et des patients, ce qui n'est pas la chose la plus évidente. Mais le troisième point, c'est que les freins, et notamment les freins de contractualisation, tous les autres freins, sont des éléments importants. On l'a vu au Royaume-Uni, je crois que l'accès à un contrat unique a changé la position du Royaume-Uni dans le cercle de la recherche clinique. Au moment où on arrive dans une zone un peu de perturbation avec le règlement européen qui arrive, c'est peut-être aussi une opportunité pour la France d'accélérer un petit peu avec tous les acteurs qui ont été mobilisés et que nous représentons tous. Voilà, merci. Merci à tous.